La grande question qui sépare les sunnites qui sont plus d'1,5 milliard dans le monde et les chiites qui sont environ 200 millions dans le monde, c'est qui a le pouvoir légitime dans l'islam pour arriver à la domination du monde par l'islam. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région. Aujourd'hui, nous analysons, en faisant une sorte de premier bilan régional de l'année 2021 qui est en train de s'achever, les grandes tendances et les forces principales qui déstabilisent en profondeur tout le Moyen-Orient. Avec nous en ligne pour aborder ce sujet, le docteur Ephraim Herrera. Ephraim, bonjour et shalom. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire des religions à la Sorbonne et en 2013, vous avez publié votre thèse intitulée « L'image du juif dans les textes fondateurs du soufisme et du chiisme ». Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui fait référence, Le djihad de la théorie aux actes, paru en avril 2015 aux éditions Elkana, une maison d'édition francophone israélienne. Et vous y présentez la genèse du djihad d'un point de vue historique et religieux afin de permettre aux lecteurs une meilleure appréhension de cette idéologie. Et vous y proposez aussi des pistes de réflexion sur la nécessité d'endiguer ce dangereux phénomène. Précisons aussi qu'en tant que spécialiste donc de l'islam, vous contribuez régulièrement dans la presse israélienne autour de différentes thématiques, donc justement celle du djihad, en intervenant notamment sur plusieurs sites internet d'information et des chaînes de télévision comme I24 News, Arutz HaKnesset et aussi le site internet Ynet, site israélien. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi la poursuite et l'approfondissement, on pourrait même dire, du conflit entre musulmans chiites et musulmans sunnites, à la fois ça existe depuis longtemps et ça s'aggrave d'une certaine manière. Pourquoi ces deux facteurs qui convergent sont-ils l'un des des principales causes de l'instabilité régionale? Parce qu'aux quatre coins du Moyen-Orient, on voit que c'est un levier de bouleversement et de violence. Absolument, c'est un conflit qui dure déjà 1400 ans. Il a débuté avec l'islam et la grande question qui sépare les sunnites qui sont plus d'1,5 milliard dans le monde et les chiites qui sont environ 200 millions dans le monde, c'est qui a le pouvoir légitime dans l'islam pour arriver à la domination du monde par l'islam. Et pour les chiites, ça doit être un descendant biologique de Mohammed. La révolution qui a fait le grand changement récemment, c'est la révolution de Khomeini, bien évidemment, en Iran, à la fin des années 70. Et dans son livre « Hukuma et Islami », il expose que la révolution qu'il a faite en Iran n'est que la première étape. Et il y a un devoir d'exporter cette révolution chiite en dehors des frontières de l'Iran jusqu'à la domination du monde par l'islam chiite. Et donc, il travaille par proxy, à savoir le Hezbollah au Liban, Assad en Syrie, les forces, y compris le Hezbollah irakien en Irak, l'aide qu'il donne au djihad islamique et indirectement au Hamas dans la bande de Gaza, et les Houthis, bien sûr, au Yémen, qui malmènent l'Arabie saoudite et tirent des missiles, envoient des drones qui attaquent les aéroports. Donc c'est un élément très déstabilisateur, et d'autant plus qu'ils considèrent les pays du Golfe comme illégitimes. Eux, ils perçoivent très très bien cette menace. Les Iraniens ont le vent en poupe, vu que les Américains et l'Europe font tout pour ne pas entrer dans un système conflictuel avec l'Iran, quitte à ce qu'ils arrivent à développer leurs armes atomiques. Ce que vous venez de dire, qui est essentiel comme base de départ, m'a remis en tête cette fameuse phrase que prononçait sans cesse l'ex-président Ahmadinejad, qui faisait partie de l'aile ultra-conservatrice. D'ailleurs, on se demande ce que serait l'aile non-conservatrice du régime et des leaders iraniens. Quand il concluait ses discours en interpellant finalement l'Occident, en disant « Vous êtes le soleil couchant et nous sommes le soleil levant ». C'est-à-dire que c'est une guerre de civilisation, au-delà de l'aspect religieux qui est très prégnant avec le messianisme chiite, c'est une guerre de civilisation. Absolument, c'est-à-dire que l'islam est considéré comme din wa dawla, c'est-à-dire religion et État. Donc il y a une dimension religieuse et une dimension politique qui est méconnue ou qu'on ne veut pas connaître en Occident. Le point supplémentaire que je n'ai pas rappelé, c'est que dans la Shia, l'ennemi de base, ce sont les Juifs. Dans son livre « Hukuma islamique », j'ai cité de Khomeini,
il commence par ça. Dans les premières pages de son livre, il insiste sur le fait que les Juifs sont l'ennemi fondamental de l'islam en général. Et à la fin des temps, il rappelle que le Mahdi, vous l'avez rappelé, donc le 12e imam qui devrait revenir à la fin des temps, viendra et exterminera tous les Juifs. Eh ben, donc il y a cette dimension antisémite et donc anti-israélienne profonde dans l'islam chiite, mais elle existe aussi dans l'islam sunnite. Alors, pour clore provisoirement sur le bastion mondial du chiisme, qui est évidemment l'Iran, est-ce que, malgré tout, pour essayer de dresser une sorte de projection, l'Iran des mollahs, ça fait combien de temps depuis la révolution de 1979, si je ne me trompe pas, l'Iran des mollahs, la révolution islamique, ne serait-il pas, à cause des sanctions, et je dirais dans une situation socio-économique catastrophique, certaines analyses même parleraient d'un éventuel proche affrontement au niveau des élites entre les décideurs technocratiques et le clergé obscurantiste qui est dirigé par le nouveau président Raisi. Est-ce que là on n'est pas au bord du gouffre, à la fin peut-être de cette période obscure de l'histoire des Iraniens? C'est pas du tout évident parce que c'est un État totalitaire et vous avez un État dans l'État qui sont les gardiens de la révolution, qui en fait dirigent économiquement, politiquement et militairement l'Iran. Vous avez raison que l'Iran est un pays pauvre, malgré ses ressources pétrolières et de gaz. C'est un pays très pauvre, les gens y vivent très mal et il y a des populations qui sont brimées, les populations de toutes sortes. C'est pas du tout 90% qui sont des Persans. Absolument. Il y a toutes sortes de populations, y compris les populations arabes, des populations de toutes sortes, des Azéris, etc. Il y a eu effectivement des tentatives de protestation, mais qui ont toujours fini dans des bains de sang ou dans les prisons iraniennes. Il y a des centaines de mises à mort tous les ans. Et Raisi était, je le rappelle, le chef de la justice iranienne et le responsable de cette mise à mort de centaines de personnes tous les ans et de ces emprisonnements avec tous les supplices possibles. Donc la possibilité d'une révolution est peu probable, mais la situation est effectivement catastrophique. En plus, il y a une pénurie d'eau très importante. Donc en fait, effectivement, vous avez raison. En plus, ils exploitent leur eau de manière abusive et leurs nappes phréatiques ont tendance à se saliniser. Donc c'est des problèmes à long terme qui risquent d'arriver pour l'Iran. Pour une conclusion provisoire sur ce bastion mondial du chiisme qui est fauteur de tant d'instabilité, un chiffre qui vous donne raison, c'est que sur un peu plus de, je crois qu'il y a 84 ou 85 millions d'Iraniens, je dirais la milice idéologique et de défense, on peut dire militaire, sans faire de comparaison trop audacieuse, ce serait un peu comme les SS dans la Wehrmacht, par rapport à la Wehrmacht, eh bien, compte sur 84-85 millions d'Iraniens, il y aurait plus de 7 millions de membres des gardes révolutionnaires. Donc oui, le régime a verrouillé véritablement la population avec ses gardes chiourmes prêts à tout. Et d'ailleurs, ils ont montré de quoi ils étaient capables lors des dernières émeutes. Alors, passons à un autre facteur de déstabilisation qui constitue en fait l'un des problèmes majeurs de la région. C'est le problème, évidemment, des forces djihadistes sunnites. Alors que 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le drapeau taliban, on l'a rappelé lors de notre dernière rencontre, flotte depuis 3 mois sur l'ambassade américaine à Kaboul. Les avancées de l'islam radical et des forces djihadistes dans la région après l'échec de la grande vague des printemps arabes n'ont-elles pas considérablement relativisé sur la scène internationale et régionale, il faut dire, la fameuse et la sempiternelle question palestinienne qui était brandie dans toutes les rédactions, dans toutes les chancelleries comme étant la cause supposée et prétendue de l'instabilité de la région. Et aujourd'hui, on s'est, tout de même, après le fait que les soulèvements des prétendus printemps arabes se soient transformés en glacis islamistes, on a l'impression que quand même certains ont ouvert les yeux, c'est peut-être un vœu pieux, j'en sais rien, mais que la question palestinienne est passée un petit peu au second plan. Est-ce que c'est votre avis ? Partiellement, uniquement, parce qu'en fait,
il n'y a pas tellement de questions palestiniennes, il y a plutôt une question juive. Les Palestiniens, en tant que Palestiniens, c'est une entité qui commence à exister dans les années 20 du siècle dernier, quand avant ça, les Arabes qui vivaient dans la région de l'Israël d'aujourd'hui se considéraient comme appartenant au Cham, c'est-à-dire à la Grande Syrie. Uniquement quand le roi de Syrie s'est désintéressé du sort des Arabes et musulmans qui vivaient ici, le Moufti Benjamin el-Husseini a commencé à développer cette idée d'une entité palestinienne. Ils ne savent même pas prononcer le nom de leur peuple, puisqu'ils disent Philistine, ils n'ont pas de la lettre P n'existant pas en arabe, comme vous le savez. Donc en fait, le point principal, c'est que les États du Golfe n'ont jamais pardonné aux Palestiniens leur soutien à Saddam Hussein quand il a envahi le Koweït en 91. Aujourd'hui, on définit les frères musulmans. Le Hamas, ce sont les frères musulmans, n'oublions pas. Ra'am aussi, ils sont très proches des frères musulmans. Ils les ont définis comme une entité terroriste. Et donc, aucune aide aux Palestiniens. Et en plus, les États du Golfe ont besoin essentiellement d'Israël face à la menace iranienne dont on a parlé au début. D'autant plus que les États-Unis ont tendance à se retirer de ce qui se passe, du jeu géopolitique au Proche-Orient, et la menace iranienne se faisant de plus en plus concrète. Eux, les Saoudiens, savent très bien quelle est sa signification et que déjà, ils essuient les tirs des Houthis du Yémen. Donc, effectivement, le sujet palestinien passe au deuxième ordre dans beaucoup de pays arabes. Ceux qui soutiennent aujourd'hui l'autorité palestinienne, ce sont d'abord Israël. On a entendu notre ministre de la Défense qui a fait appel à l'Europe et aux États-Unis à soutenir l'autorité palestinienne. Et ce sont les États européens, avec leur tête l'Allemagne, qui financent de manière massive les implantations palestiniennes en Judée-Samarie. Alors, qu'en est-il vous évoquiez ce sujet dans votre dernière réponse, mais qu'en est-il plus globalement des frères musulmans ? C'est une autre force de déstabilisation régionale qui est quand même, cette confrérie a subi de récents revers en Tunisie et au Maroc, voire même dans l'Est libyen, où comme en Égypte, voilà 8 ans, eh bien, ils ont été éloignés du pouvoir central. C'est pas une force montante. Il n'y a que finalement à Gaza où ils restent à ce point puissants. Politiquement, une force qui effectivement n'est pas une force montante parce qu'elle a été démise du pouvoir de manière, par des putschs militaires ou par des entraves profondes aux constitutions des différents pays. C'était vrai en Tunisie, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Libye, c'est vrai en Égypte, c'est vrai un peu partout. Et donc, en fait, ils changent de politique. Et la politique aujourd'hui des frères musulmans qui continue à être soutenue par les populations. Pas plus tard que cette semaine, nous avons vu les manifestations à Shoafat après l'assassinat honteux de ce terroriste qui était, je le rappelle, un sage de l'islam, enseignant de 40 ans, marié avec une bonne situation, citoyen qui profite de tous les avantages de la société israélienne. Ils sont sortis dans les rues avec les drapeaux du Hamas à Jérusalem, à Shoafat. Donc on voit bien que le soutien des masses reste entier aux frères musulmans. Alors ils passent par la deuxième méthode que leur maître idéologique, le Cheikh Kardawi, a énoncé, ce qu'on appelle le Fathun Silmiun, c'est-à-dire la victoire par des voies pacifiques. Et comme par exemple, si on prend par exemple Abbas, donc Mansour Abbas de Ra'am, oui. J'ai trouvé sur Internet une interview à lui dans la chaîne arabe israélienne télévisée Ehna, dans laquelle il qualifie Morsi de Raïs al-Shahid. Morsi, il le considère comme un shahid. Et il appelle la révolution qu'a faite Sisi Inqilab, qui veut dire c'est un putsch militaire illégitime. Donc il y a toujours cet espoir des frères musulmans de retrouver un jour le pouvoir et de le prendre de manière plus intelligente, et en attendant d'agir de manière un peu voilée avec la taqiyya, avec ce mode d'agissement caché qui est propre à l'islam quand il est en situation de faiblesse. Alors, on continue notre parcours. Parallèlement aux acquis jusque-là tout à fait inédits, vous les évoquiez sans les nommer tout à l'heure, des fameux accords d'Abraham, qui ont été signés, je le rappelle, voilà un peu plus d'un an entre Israël, les Émirats arabes unis
et le Bahreïn et qui ont été ensuite rejoints avec des termes un peu différents par le Soudan et le Maroc. Est-ce qu'Israël aurait marqué des points ces derniers mois dans une partie du Moyen-Orient en renforçant son alliance militaire justement militaire et stratégique avec le régime du président Sissi en Égypte, notamment dans toute la péninsule du Sinaï en aidant l'armée égyptienne à contenir les forces bédouines djihadistes qui pullulent dans la presqu'île et aux abords de la bande de Gaza. Et je dirais même plus, est-ce que cette alliance avec l'Égypte, elle a des extensions récentes avec un nouvel axe qui voit le jour en pointillé entre justement Israël, l'Égypte, l'Est libyen, le Soudan, voire le Tchad. Est-ce qu'il n'y a pas là des points marqués à nouveau par Israël? Il y a certainement des points marqués au niveau de la politique extérieure d'Israël, en cela qu'elle soutient le monde des États arabes, les nouveaux États arabes, États musulmans, qui sont menacés justement par les islamistes qui ont réussi à prendre le pouvoir, ou qui sont soutenus par le peuple. C'est-à-dire, s'il y avait des élections démocratiques, il n'y en a pas, dans les pays musulmans, ce serait très probablement les frères musulmans qui remporteraient les élections et on aurait face à nous des islamistes. Comme le Hamas Donc, à Gaza. régime... Comme le Hamas à Gaza. Comme ce fut le cas du Gaza, Hamas. Il y a eu des élections et ils ont gagné, effectivement. Mais ils ont gagné aussi en Judée-Samarie. Il ne faut pas l'oublier. Et en fait, le pouvoir de Mahmoud Abbas est complètement illégitime. S'il n'y avait pas Israël qui le soutenait du 24 heures sur 24, il ne serait plus au pouvoir depuis longtemps. Il n'y a pas d'élection. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'élection alors qu'elle devrait y être d'après les accords d'Oslo. Elles n'ont pas lieu. C'est clair pourquoi, parce qu'ils perdraient le pouvoir immédiatement. Donc en fait, Israël a marqué des points parce qu'il y a deux grandes menaces. Une, la menace islamiste des frères musulmans face à ces États qui, à leur tête, ont des dirigeants qui sont des despotes, il faut bien le reconnaître, mais qui veulent le bien de leur pays. On voit bien avec Sissi qui essaye d'endiguer la croissance impossible de l'Égypte, avec 100 millions d'habitants sur un territoire qui a l'air grand, mais il n'habite que sur les bords du Nil. Les habitants de l'Égypte n'ont pas de ressources. Si l'Amérique ne donnait pas de blé à l'Égypte, tout le monde mourrait de faim, ou presque. Donc ça, c'est le premier axe, la défense face à la menace islamiste. Et le deuxième axe, c'est la défense face à l'Iran. Et c'est pour ça que les États du Golfe ont signé des accords avec Israël. Ce n'est pas par amour pour nous, parce que l'enseignement du wahhabisme, par exemple, en Arabie saoudite, est profondément antisémite. Profondément. Donc c'est par intérêt, c'est important. La condition sine qua non que ça dure, c'est qu'Israël soit fort. Et malgré tout, avec l'Égypte, il faut quand même être très clairvoyant. Il ne faut pas oublier que l'Égypte s'arme de manière complètement disproportionnée par rapport aux non-menaces qu'elle a sur l'intégrité de son territoire. Personne ne les menace. Et alors qu'ils s'investissent énormément dans le développement militaire et dans l'achat d'armement. Et deuxièmement, l'ennemi dans tous les exercices militaires que fait l'Égypte, c'est Israël. Donc il y a toujours ce risque, il faudra bien toujours les suivre. Mais pour l'instant, effectivement, c'est un point très important qui est marqué par Israël, tant par les accords économiques avec les exportations de gaz que dans les accords militaires, qu'ils soient officiels ou officieux. Alors, il nous reste à peine 4 minutes, mais j'ai deux questions subsidiaires. Pourquoi le maillon faible de cette alliance stratégique d'Israël avec certains pays sunnites dits modérés, à tort ou à raison, de la région, demeure encore la Jordanie? Pourquoi la Jordanie traîne le pas? La Jordanie est un pays qui a été inventé de toutes pièces par les Britanniques pour consoler le moufti de la Mecque qui avait été démis de sa position et on a pris la famille d'Ibn Saoud à sa place. Donc on lui a donné la Jordanie. Les dirigeants sont complètement illégitimes en Jordanie. C'est un despote très clairement. Et sur une population de 10 millions d'habitants, vous avez 5 à 6 millions de Palestiniens. Donc en fait, la Jordanie, c'est le 3e État palestinien après la bande de Gaza et l'autorité palestinienne. Et c'est la chose dont a le plus peur le roi de Jordanie, Abdallah, aujourd'hui. C'est ça, de ça qu'il a peur. Et donc, en fait, il maintient une soupape qui, par exemple, on l'a vu cette semaine, le Parlement jordanien a condamné la prise de position de la Grande-Bretagne de considérer le Hamas politique comme étant une organisation terroriste. Ça a été condamné à la majorité par le Parlement jordanien. Impensable que le même Parlement dise quoi que ce soit de mal du roi.
il aurait été tout de suite démantelé. On aurait fait de nouvelles élections où il n'y aurait eu que des gens qui soutiennent le roi. Donc la Jordanie aujourd'hui a absolument besoin d'Israël. Elle n'a pas d'eau, elle a de l'eau pour 2 millions d'habitants. C'est le deuxième pays le plus pauvre en eau du monde. Donc elle vit uniquement grâce à Israël. Mais d'un autre côté, le roi a très très peur de cette option. S'il y avait des élections démocratiques, ce seraient les Palestiniens qui seraient au pouvoir aujourd'hui en Jordanie. Et les frères musulmans qui sont très actifs et très puissants justement aussi en Jordanie. Alors, ultime question, il nous reste 1 minute 30, mais j'aimerais avoir plutôt un son de cloche qu'une analyse parce qu'on n'a pas le temps de la faire. Des différentes tribunes sont parues, notamment dans la presse israélienne ces derniers jours, subodorant, disant qu'on était peut-être à la veille d'un grand tournant stratégique en Syrie, puisque le président Assad aurait envoyé des messages, notamment après le fait que les Américains aient bombardé au drone un cargo américain en représailles. C'était la première fois la semaine dernière en représailles à des raids israéliens menés en Syrie, c'est-à-dire en essayant de punir les États-Unis de leur alliance avec Israël. Et alors le président Assad s'est s'est payé le luxe de condamner l'un des généraux iraniens présents en Syrie qui avait ordonné qui avait mis en pratique ce bombardement, qui était ordonné par Téhéran. Et il y aurait, c'est ce qu'a dit entre autres un analyste que vous connaissez, Ron Ben Ishai, dans les différents endroits où il s'exprime, on serait à la veille d'une espèce de switch considérable où le régime Assad, qui a consolidé ses positions grâce à l'aide des Russes, aujourd'hui ne verrait pas d'un mauvais œil, non pas forcément de se rapprocher d'Israël, mais de prendre ses distances avec les Iraniens et de se rapprocher des pays sunnites déjà alliés avec Israël. Vous y croyez à ça, vous ? Non, parce qu'il est alawite et donc il a le soutien de l'Iran. L'alawite, c'est une branche dissidente de la Shia. Il a fait un nettoyage ethnique de son pays. Il y a 22 millions d'habitants, 12 millions de personnes qui ont été déplacées de chez eux et qui ont émigré pour la plupart vers la Jordanie, le Liban, la Turquie, l'Irak. Et il ne pourra pas, laisser le monde sunnite intégrer ou réintégrer la Syrie et essayer de prendre le pouvoir. C'est impensable. Est-ce qu'il va essayer d'affaiblir un petit peu l'Iran pour pouvoir rester aussi dans le double jeu avec la Russie ? C'est possible. Mais qu'il se détache complètement de l'Iran, c'est peu probable. C'est d'autant plus fondé ce que vous dites que vous me rappelez par incidence que là, justement la présence iranienne qui continue malgré tout, malgré la guerre entre les guerres menée par Israël depuis 6 ans avec des milliers de raids contre la présence du Hezbollah et la présence militaire iranienne en Syrie, et bien malgré ça, il s'avère que les Russes sont de plus en plus gênés par les Iraniens. Donc effectivement, Assad joue un double, voire un triple jeu. Je vous remercie, Ephraim Herrera, de ce parcours, un peu de bilan perspective. Et merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.